Tous les soirs, à la même heure, un groupe de hackers se retrouve. Aucune cave, aucun garage, juste une ligne de téléphone volée transformée en salle de réunion. Une ligne de téléphone appartenant officiellement à une entreprise qui a fait faillite, mais où chaque nuit, une poignée de hackers parmi les plus dangereux des États-Unis se retrouvent secrètement. Chaque réunion commence toujours de la même façon. D'abord le silence, quelques secondes de vide sur la ligne, puis un souffle électrique, des parasites minuscules. Le genre de silence étrange qu'on entend seulement dans un téléphone quand quelqu'un est là, mais qu'il ne parle pas encore. Le calme, avant la tempête. Puis, une connexion apparaît. Mark Tabus, online. Puis une deuxième, Zibby, online. suivie d'une troisième connexion. Gatsby, online. Et enfin une quatrième. Bro, online. Un par un, ils apparaissent dans la salle invisible, sur cette connexion d'une ligne téléphonique oubliée, comme des silhouettes qui entrent dans une pièce plongée dans le noir. Personne ne demande comment ça va, personne ne parle de sa journée, personne ne raconte sa vraie vie. Chacun vient déposer son offrande pour le groupe, des numéros de carte de crédit volés, des informations sur le FBI, des mots de passe appartenant aux grandes compagnies américaines. Ce n'est pas seulement une discussion entre les hackers les plus dangereux des États-Unis, c'est un véritable rituel secret. Une cérémonie nocturne de hacking qui a déclenché l'une des tracks les plus spectaculaires de l'histoire du FBI. Mais putain, Zibby, on est sur écoute. Des précurseurs du hacking moderne, aux méthodes parfois surprenantes et aux compétences multiples. Le FBI va nous coffrer. Planqués dans les réseaux téléphoniques américains, ils en sont devenus pendant un temps les rois incontestés. Je suis sérieux. Je me fiche de ce que vos putains d'avocats vous racontent. Bienvenue dans cette vidéo sur les Fun Masters. Vous vous rendez compte de l'ironie de la situation quand ils diffuseront ces enregistrements au tribunal? Tu rêves. Avant de commencer, j'aimerais juste vous donner un petit peu de contexte par rapport à la création de cette vidéo. Quand j'ai commencé à me documenter sur l'histoire des Fun Masters, eh bien ça a été un véritable enfer. La plupart des dossiers d'enquête sont encore classifiés par le FBI et le peu de documents disponibles de rapports d'enquête déclassifiés sont à moitié censurés. Il y a également très peu de photos des membres des Fun Masters. Il existe seulement quelques portraits robots du FBI et photos floues que j'ai pu trouver sur Reddit et divers forums. J'ai donc dû recouper énormément d'articles de presse de l'époque, lire le rapport du procès des Fun Masters au tribunal qui lui est public pour vous donner la version la plus fiable possible. Et pour que la vidéo soit la plus plaisante possible à regarder, au vu du peu d'éléments visuels dont je dispose, je vais vous proposer un maximum d'images de reconstitution. Reconstitution basée sur ce que j'ai pu sourcer, sur ce à quoi ressemblent les différents membres des Fun Masters, de leur façon de s'habiller ou de leur habitude de hacking. Les Fun Masters étaient au nombre de 4 membres principaux, les 4 membres fondateurs. Il y a tout d'abord le cerveau, un Texan, la trentaine, il s'appelle Corey Linsley, mais sur le réseau, c'est Mark Tabas. C'est le plus organisé, le plus méthodique, celui qui transforme le groupe en un véritable système industriel de piratage. C'est loin d'être un débutant, il faisait déjà partie auparavant dans la Legion of Doom. À ses côtés, Calvin Cantrell, alias Zibby, un hacker de 23 ans spécialisé dans la collecte de données, officiellement le deuxième membre à rejoindre le groupe en 1994. Il est très vite suivi par John Bozanak, alias Gatsby, 24 ans, spécialisé dans les fraudes d'ingénierie sociale, tellement à l'aise au téléphone qu'il peut se faire passer pour n'importe qui pour obtenir n'importe quoi. Et enfin, le quatrième membre, Rudy Lombardi, alias Bro, spécialisé dans la connectique informatique et le piratage des réseaux complexes. Les documents du FBI mentionnent également l'existence d'autres membres qui ont rejoint le groupe plus tard. Chaque nouveau membre avait des compétences propres et des techniques de piratage qui lui étaient spécifiques. À son apogée, la société secrète des Fun Masters aurait atteint un nombre maximum de 11 membres, dont pour la plupart des hackers de passage, attirés par le fric facile ou attirés par le groupe pour apprendre des techniques de la part des hackers plus expérimentés. Pour comprendre l'ampleur de ce que les Fun Masters ont accompli dans les années 90, il faut un petit peu revenir en arrière. Dans les années 70, il y avait les Freakers, les ancêtres des hackers. On en a parlé dans la vidéo sur Kevin Poulsen, Dark Dante, vidéo que je vous invite à regarder si vous souhaitez mieux comprendre ce qu'est un Freakers. Mais globalement, les Freakers, ce sont des passionnés qui trafiquent les lignes téléphoniques pour passer des appels gratuits, en bidouillant les lignes.
Une culture de bricoleurs, de curieux, d'obsédés du réseau. Des gens littéralement capables de naviguer librement dans les réseaux téléphoniques, soit pour le frisson de l'interdit, soit pour voler des données et les revendre ou pour en faire un usage frauduleux. Les Phone-Masters sont les héritiers directs des Phreakers, sauf qu'ils sont beaucoup plus hybrides, puisqu'entre les années 70 et la fin des années 90, il y a quelque chose qui a un petit peu bougé, l'informatique. Les centraux mécaniques ont été remplacés par des ordinateurs. Les fréquences sifflées des vieux téléphones ont laissé place à des bases de données. Et le réseau téléphonique américain est devenu un immense système informatique géré par des machines protégées par des mots de passe. Et pour avoir les mots de passe qui leur permettraient d'être les rois du réseau américain, les Phone-Masters ont développé plusieurs techniques. La première, vous vous en doutez, l'arme que les Phone-Masters maîtrisent le mieux, le téléphone. Un membre du groupe appelle une compagnie de télécommunications et se fait passer pour un employé. Et c'est souvent John Bozaniak alias Gatsby qui s'y colle. C'est le plus doué. Il prend une voix assurée, il se présente comme un technicien du service interne, un collègue d'un autre site, quelqu'un qui a parfaitement le droit de poser des questions. Il explique qu'il a un petit problème, qu'il a besoin d'un identifiant, d'un accès, d'un mot de passe. Et souvent, à l'autre bout du téléphone, un employé serviable lui donne ce qu'il demande. C'est ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, le piratage de l'être humain plutôt que de la machine. Ça ne nécessite aucune compétence informatique, juste de l'aplomb et une bonne voix. La deuxième méthode des Phone-Masters afin d'obtenir les mots de passe du réseau américain, et c'est de loin ma méthode préférée tellement elle est absurde et impensable aujourd'hui, c'est de tout simplement fouiller les poubelles. Dans les années 90, beaucoup d'entreprises ne font pas toujours attention aux documents sensibles qu'ils jettent. Les compagnies n'ont pas toutes investi dans des broyeurs, et ça peut paraître fou, mais il n'était pas rare que des documents sensibles et confidentiels soient juste jetés dans les bennes à ordures situées à côté des bureaux des entreprises. Des manuels techniques, des notes internes, des procédures, et parfois sur un petit bout de papier, un identifiant, un mot de passe et un numéro d'accès. Alors les Phone-Masters ont passé des mois et des mois à fouiller les poubelles des plus grandes compagnies de télécom américaines. AT&T, Sprint, American Online, elles vont tout y passer. Et dans le milieu du hacking et du phreaking, on appelle ça le dumpster diving. Et ça, c'est la spécialité de Zibi, Calvin Cantrell. Il a le don de trier les documents à une vitesse folle et de savoir en un coup d'œil si un document jeté à la poubelle vaut le coup d'être gardé ou non. Enfin, la troisième méthode pour avoir des informations, c'est la méthode la plus simple mais qui demande le plus d'expertise, ça va être de pirater, détourner ou mettre sur écoute des lignes téléphoniques. Ça, c'est la spécialité de Rudy Lombardi, alias Bro, le technicien et informaticien le plus compétent du groupe. Il agit en discrétion et ses écoutes permettent d'obtenir de précieuses informations qui viendront s'ajouter à celles déjà collectées. Une fois le travail effectué, et après avoir récupéré le maximum d'informations, les hackers se réunissent sur leur ligne secrète et regardent ce qu'ils peuvent en faire. Et ça, c'est la spécialité de Mark Tabas, Corey Linsley. En faisant marcher son ancien réseau d'escrocs et de pirates qu'il a acquis à la Legion of Doom, il trouve le moyen de monétiser les données collectées, ou un moyen de les utiliser directement pour le compte des Phone-Masters. C'est surprenant, mais ça fonctionne. Et les Phone-Masters vont accumuler, coup de fil après coup de fil, ben après ben, écoute après écoute, des tonnes d'identifiants, de plans d'accès et de cartes du réseau. Au sommet de leur art, entre 1994 et 1995, les Phone-Masters ne se contentent plus de visiter le réseau téléphonique américain. Ils en ont carrément pris le contrôle. I hadn't imagined it would be so simple to manage so many lines with Sprint. It's almost too easy. Their security is a total mess. We can proceed without risk. The guys paid to handle it should be fired. It's time to step things up. Yeah. Ils ont accès à des portions du réseau électrique national, au système de contrôle aérien, et ont même piraté une base de données contenant des numéros de téléphone confidentiels appartenant à la Maison Blanche. En ayant infiltré tous les géants de la data américaine, les Phone-Masters pouvaient obtenir n'importe quoi à propos de n'importe qui. Le groupe est une véritable usine de piratage. 11 Phone-Masters travaillent quotidiennement à collecter un maximum d'informations pour faire du cash. Et la majeure partie de leurs clients, ça va être des détectives privés, des courtiers en information, la pègre new-yorkaise ou aussi par le biais de certains intermédiaires, la mafia sicilienne. Le dossier d'un véhicule, plaque, propriétaire, adresse, $40. Un rapport complet sur n'importe quel citoyen, nom, prénom, adresse, mot de passe internet, carte de crédit, $75. Un accès au fichier criminel du FBI, $200. Et tout en haut du catalogue, le produit de luxe,
l'adresse ou le numéro personnel de n'importe quelle célébrité américaine. 500 $. Pour prouver leur puissance, les Fundmasters se sont amusés à récupérer le numéro de téléphone personnel sur liste rouge de la chanteuse Madonna. Le groupe a aussi été remarqué pour son business des calling cards. À l'époque, les appels internationaux coûtent une fortune et les opérateurs vendent pour cela des cartes prépayées avec des codes PIN. Les Fundmasters ont infiltré Sprint et MCI WorldCom, deux géants du télécom américain. Ils ont ainsi téléchargé des milliers de numéros de cartes d'appel valides et les ont revendus à l'international, notamment à des contacts en Suisse, en Italie et au Canada, causant environ 2 millions de $ de pertes aux opérateurs téléphoniques. Mais le pire, et c'est là où le groupe des Fundmasters a franchi la ligne rouge, ils ont interféré voire ruiné des enquêtes de la DEA ou des enquêtes du FBI. En piratant les commutateurs téléphoniques locaux, ils ont découvert des lignes spécifiques de la DEA, la lutte anti-drogue américaine. Et la DEA avait mis sur écoute des trafiquants de drogue. Et lorsque les Fundmasters identifiaient un trafiquant sur écoute, ils lui envoyaient un petit message. Les Fundmasters ont également pris le contrôle d'une ligne téléphonique officielle d'un bureau du FBI et ils l'ont redirigé vers un service de messagerie rose et de chat coquin situé en Allemagne et en Moldavie. Résultat des courses, quand des personnes tentaient d'appeler le FBI, ils tombaient sur ce chat coquin, qui était bien sûr payant. Le FBI a reçu une facture téléphonique de 200 000 $. Et vous vous en doutez, à un moment donné, on ne peut pas ruiner des enquêtes du FBI ou de la DEA sans avoir aucune représaille. Eh bien, figurez-vous que ça a été le cas pendant longtemps pour les Fundmasters. Personne ne comprenait qui étaient les Fundmasters, et surtout personne ne savait d'où provenaient les piratages, y compris chez les géants des télécoms américains qui, malgré la détection de nombreuses anomalies sur leur réseau, étaient incapables d'expliquer pourquoi. Les Fundmasters sont invisibles, et c'est par pur hasard que l'une des plus grosses enquêtes du FBI va atterrir sur le bureau d'un agent fédéral. C'est un agent du FBI qui va découvrir le premier par hasard l'existence des Fundmasters en 1995. Un agent du FBI spécialisé dans les enquêtes cybercriminelles. Cet agent, c'est Mike Morris, et il est le point de bascule de l'histoire des Fundmasters, car il sait, au fond, qu'il détient l'enquête qui fera avancer sa carrière. Tout commence par un appel anonyme d'une personne qui se présente comme un détective privé à Dallas. Ce détective privé indique à Mike Morris qu'un certain Calvin Cantrell lui aurait proposé de vendre des infos personnelles sur n'importe qui contre de l'argent. Morris va rencontrer le détective privé et va réussir à le convaincre d'aller au rendez-vous avec Calvin Cantrell tout en portant un dispositif d'enregistrement audio. Après avoir écouté les enregistrements, Morris est certain d'avoir découvert quelque chose d'important. Il obtient alors l'autorisation du tribunal afin d'installer un enregistreur sur les lignes téléphoniques de Calvin Cantrell. L'enregistrement de Calvin Cantrell révèle alors des choses stupéfiantes pour Mike Morris. ZB intercepte et compose fréquemment les informations qui sont envoyées par les grandes compagnies américaines via leurs lignes téléphoniques. Il fait aussi régulièrement la même chose avec 2 lignes non répertoriées appartenant à la Maison Blanche, ce qui intrigue davantage Mike Morris. Durant l'été 1995, Mike Morris va rédiger un rapport complet de 40 pages sur les Fundmasters qu'il va remettre au FBI à Washington, à la police de Dallas et au tribunal fédéral afin de trouver la possibilité de mettre sur écoute Calvin Cantrell et de savoir exactement ce qui passait par son modem. Le problème, c'est que personne ne croit dans l'histoire de Mike Morris. Qu'un groupe de hackers aurait la main sur certaines des plus grosses compagnies téléphoniques américaines, c'est trop gros. Mais il va réussir à multiplier les rendez-vous, jusqu'à trouver le procureur qui va croire en son histoire et accepter la surveillance de Calvin Cantrell. Morris s'empresse alors de mettre en place l'écoute. Sauf que très vite, Mike Morris va se heurter à un véritable mur technologique. Traditionnellement, pour coincer la mafia ou des trafiquants, le FBI place des écoutes sur une ligne téléphonique et enregistre des voix. Sauf que les Fundmasters parlent très peu. L'essentiel de leur activité passe par des données. Des connexions à des systèmes distants, des flux de commandes tapées au clavier envoyés à travers le réseau. Une écoute vocale classique sur ce trafic-là ne capte rien d'utile, juste du bruit. En 1995, l'équipement nécessaire afin de savoir précisément ce que les pirates se disent sur la ligne n'existait tout simplement pas. Les enquêteurs fédéraux n'avaient expérimenté ce type de dispositif d'interception qu'une seule fois auparavant, dans une affaire de piratage informatique à New York, et l'expérience avait été un échec cuisant. Le FBI est face à un groupe de hackers qui vit dans un espace numérique qu'il ne sait pas encore contrôler et surveiller. Mike Morris et son équipe vont alors devoir innover.
Avec les techniciens du laboratoire d'ingénierie du FBI à Quantico, en Virginie, ils aboutissent à la création du tout premier datatab de l'histoire. Cet outil va coûter 70 000 $ afin d'être fabriqué, et il va fonctionner à l'inverse d'un modem. Un modem reçoit des données numériques d'un ordinateur et les convertit en signaux analogiques transmissibles par les lignes téléphoniques. Le dispositif de Morris intercepterait les signaux analogiques sur la ligne téléphonique de Calvin Cantrell et reconvertirait ces impulsions en signaux numériques afin que les ordinateurs du FBI puissent capturer et enregistrer chaque frappe sur le clavier. En décembre 1995, le procureur général autorise une planque pour coincer les Phone Masters. Mike Morris et 9 autres agents du FBI vont donc monter une planque qui est non loin du domicile de Calvin Cantrell. Et cette planque va être dans un état absolument lamentable, avec des fuites au niveau du toit, de l'humidité et une insalubrité incroyable. Le toit de l'entrepôt fuit tellement que les agents du FBI doivent tendre une bâche en plastique au-dessus de leur équipement flambant neuf à 70 000 $ afin d'éviter les courts-circuits. Depuis cette planque misérable, ils activent le premier datatab de l'histoire et interceptent le signal analogique qui sort des communications de Calvin Cantrell. Ils reconvertissent tout en signal numérique et voient s'afficher comme par magie en temps réel sur leurs écrans tout ce que le hacker tape sur le clavier. Les mots de passe, les commandes de piratage, les transferts de cartes de crédit volées et les discussions du groupe. Mike Morris va alors trouver les informations qui vont conforter ce qu'il pensait. Il découvre alors l'existence complète des Phone Masters, de ce groupe de hackers avec des codes très précis, bien organisés, qui ont réussi à avoir le contrôle total du réseau téléphonique américain. Les enquêteurs du FBI sont alors stupéfaits de l'ampleur de ce qu'ils découvrent. À ce stade, les Phone Masters sont quasiment infiltrés partout aux États-Unis. Dans le réseau des banques, du FBI, des entreprises américaines stratégiques. Morris indique alors que s'il le souhaitait, les Phone Masters pourraient mettre à genoux la totalité du pays. Ce qui pousse le groupe d'enquête du FBI à accentuer ses recherches sur le groupe. Au fil des semaines, les écoutes téléphoniques ont généré des piles et des piles d'enregistrements audio et de transcriptions. Grâce au datatap, ils ont pu cartographier l'intégralité du réseau des Phone Masters, comprendre leur hiérarchie et amasser des preuves irréfutables. Patiemment, pendant presque 4 mois, le FBI va surveiller les Phone Masters en train de travailler, sans qu'ils le sachent. Sauf qu'à plusieurs moments, l'enquête est à 2 doigts d'échouer. Un soir, lors d'une session des Phone Masters, un cliquetis se fait entendre sur la ligne téléphonique, alors que Gatsby, Zibby et Mark Tabas participent à une conférence téléphonique à 3. Send them to me as soon as. What was that? Well, I'm pretty sure it's the FBI listening to our communications. Very funny. Asshole. Come on, man. I'm pretty sure there's no one else. Hey cops, if you can hear me, fuck you. Remember how we need to react. We speak of nothing and no one. Yeah. Okay. Après cet épisode où le FBI a frôlé la catastrophe, à plusieurs moments, certains membres des Phone Masters ont conscience que quelque chose ne va pas. Zibby sera le premier à indiquer qu'il souhaite peut-être quitter le groupe. Sauf que Mark Tabas va lui demander d'accélérer le téléchargement des codes volés en passant plus de temps sur la ligne, comme s'il sentait que tout commençait à lui échapper, que le FBI n'était pas loin et que ses acolytes commençaient à flancher. Fin février 1996, la situation est sur le point de dégénérer. Calvin Cantrell apprend par des amis hackers sur des forums qu'il est actuellement sous écoute du FBI. Mike Morris va donc devoir agir très vite. Dans l'excitation des piratages, les Phone Masters ont négligé de vérifier leur propre ligne téléphonique, afin de déceler d'éventuels signes d'écoute policière. Rudy Lombardi, bro, qui était censé vérifier s'ils étaient sur écoute, a quitté le groupe depuis 6 mois, bien avant la mise sur écoute de la ligne de Cantrell. Personne ne sait pourquoi il s'est empressé de quitter le groupe. Incroyable sixième sens lui indiquant le danger ou pure coïncidence, sa disparition dans le collectif des Phone Masters après plus de 2 ans de service a clairement ouvert une faille dans leur système bien rodé de piratage. En mars 1996, le coup de filet final du FBI est rapide et brutal. Mike Morris a peur que les Phone Masters communiquent entre eux afin de se prévenir mutuellement d'une arrestation. Il va donc réussir à arrêter quasiment en même temps le même jour Gatsby, Mark Tabas et Zibby. FBI, you're under arrest.
Le coup de filet est coordonné et précis par le FBI. Les 3 membres fondateurs des Fun Masters sont arrêtés en même temps. Les arrestations sont en général un véritable choc pour les familles de certains des membres des Fun Masters. Zibi, par exemple, menait une vie d'apparence banale, issue d'une famille respectable de policiers dont son père, ancien policier décoré à la retraite, n'avait aucune idée que son fils piratait le FBI depuis sa chambre. Le verdict de la Cour de justice fédérale américaine tombe en septembre 1999. Corey Linsley, considéré comme le plus grand architecte et le cerveau du groupe, est condamné à 3 ans de prison fédérale. Calvin Cantrell est condamné à 2 ans de prison. Et John Bosanak écope de 18 mois de prison. Et les autres, les 8 autres membres des Fun Masters, ils sont passés à travers les mailles du filet tendues par le FBI. Ils n'ont jamais été retrouvés, ils n'ont jamais été condamnés. Ils ont disparu comme ils sont arrivés, ils se sont dissous dans le bruit de la ligne téléphonique. Personne ne sait réellement ce qu'ils sont devenus, s'ils sont encore en vie, si peut-être qu'ils travaillent pour le FBI sous couverture ou s'ils ont continué leurs activités de hacking dans un autre pays. On ne sait absolument rien de ce qu'ils sont advenus. C'est la grande force des Fun Masters. Ils ne se sont pour la plupart jamais rencontrés physiquement, et lors de leurs réunions secrètes, personne n'aborde de sujets privés. Ils ne savent donc rien les uns des autres, donc si l'un des membres est arrêté, il ne pourra pas dévoiler d'informations compromettantes. Et les médias ont-ils parlé de cette affaire ? Vous l'avez sûrement remarqué, depuis le début de cette vidéo, il y a peu d'extraits de journaux télévisés ou de presse. Eh bien en réalité, le rapport du procès des Fun Masters indique que très vite, les grosses compagnies de télécom américaines étaient très embarrassées, qu'elles ont expressément demandé à ce que l'affaire soit jugée de la manière la plus discrète possible, afin que l'Amérique ne soit pas au courant que ces plus grosses compagnies, celles réputées les plus fiables, ont été infiltrés par un groupe de hackers pendant plus de 3 ans. L'affaire a été clairement étouffée. Mike Morris recevra une décoration pour son travail sur l'enquête des Fun Masters et aura une promotion. Mais encore une fois, pas de cérémonie. Tout s'est passé en coulisses. Peut-être que le groupe secret existe encore aujourd'hui sous un autre nom et qu'il continue des activités de hacking quelque part. Mais pour autant, pour le FBI, à l'heure actuelle, le dossier est clos. Et l'héritage des Fun Masters dans le monde du hacking est énorme. Regardez autour de vous, au travail. Cette corbeille sécurisée où on jette les documents sensibles. Ce broyeur à côté de l'imprimante. Ce petit conteneur fermé à clé avec marqué confidentiel. Eh bien, tout ça est en partie dû aux Fun Masters. Parce qu'un groupe de hackers a passé des mois les mains dans les poubelles des plus grandes compagnies d'Amérique, des millions d'entreprises ont fini enfin par apprendre à détruire ce qu'elles jettent. Mais leur héritage ne s'arrête pas là. Pour les attraper, le FBI a dû inventer quelque chose. Une machine capable de capturer non pas des voix, mais des données. De rejouer écran par écran tout ce qu'un homme peut taper sur son clavier. Le premier data-tap de l'histoire. Le tout premier outil de surveillance numérique moderne. Et c'est là que l'histoire des Fun Masters est directement liée à notre présent. Vous vous rappelez Edward Snowden, l'homme qui a fait découvrir au grand public que le monde est sur écoute, que le gouvernement américain via la NSA espionne, collecte les données numériques de tout le monde. Une surveillance globalisée qui au fond a démarré avec les Fun Masters. Bien sûr, les écoutes illégales ont toujours existé, mais les écoutes numériques, l'interception des données, elles, ont démarré avec l'affaire des Fun Masters et la création du tout premier data-tap de l'histoire. En voulant rester invisibles, les Fun Masters ont donné au gouvernement l'outil qui rend tout le monde visible. Voici l'histoire des Fun Masters. J'avais très envie d'en parler dans cette vidéo et de la partager avec vous. C'est un sujet qui est malheureusement tombé totalement dans l'oubli, alors qu'il est incroyable et pourrait presque faire l'objet d'un film au cinéma. Au-delà du groupe secret, au-delà de cette histoire folle, les Fun Masters, c'est encore une fois la démonstration d'un monde numérique qui est loin d'être aussi sûr que les gouvernements veulent bien le faire croire. Un monde numérique en pleine mutation, où la vraie question, c'est de savoir de qui avons-nous le plus à craindre. Des pirates qui sont pointés du doigt par les gouvernements comme les vrais dangers publics, ou de ces mêmes gouvernements qui ont créé le cadre légal pour faire la même chose qu'eux, voire même pire. Pensez-y 5 minutes. L'héritage des Fun Masters, ce n'est pas uniquement le data-tap ou les shredit ou les broyards dans les entreprises. Ça va bien au-delà de ça. Alors la prochaine fois que vous allez taper un mot de passe, jetez un document confidentiel à la poubelle ou que vous allez décrocher votre téléphone pour un coup de fil important, posez-vous la question: qui m'écoute? Hello?